Un couple d'amoureux partis en excursion Merci. Il n'y avait pas plus amoureux que ces deux-là. ne revient pas. Les proches cherchent des réponses. Je voulais les faire payer. La police découvre une épouvantable scène de crime. Le pick-up avait été nettoyé afin de dissimuler toute empreinte. Pour résoudre ce mystère, les policiers vont enquêter auprès des criminels les plus dangereux d'Amérique. Ce sont les images de vidéosurveillance les plus effrayantes que je n'ai jamais vues. Des gens que rien n'arrête. Sur une route déserte et isolée, l'agent Patrick Buxas de la police d'État du Nouveau-Mexique répond à l'appel d'un propriétaire de ranch. L'homme a signalé les restes d'une caravane calcinée. La scène de crime se trouvait à 5 km de la route principale. Le terrain était plutôt difficile, très rocheux. Quand je suis arrivé, le shérif et ses hommes avaient déjà délimité la zone où la caravane avait brûlé. L'agent Buxas commence à filmer pour tenter de retrouver des indices. Il y avait une structure métallique qui servait sans doute à contenir des animaux par le passé. Et puis, à côté du réservoir d'eau, se trouvaient les restes d'une caravane complètement calcinée. Il se rapproche pour l'examiner de plus près. De près, il était évident qu'il s'agissait d'une caravane, car on distinguait le châssis métallique. Il n'y avait ni fumée, ni chaleur. Nous savions donc que cette scène de crime était là depuis un moment, juste assez pour qu'elle ait le temps de refroidir. Les essieux et les jantes étaient encore intacts, mais tout le reste avait brûlé. Les pneus n'étaient plus là, on voyait qu'il y en avait 4, mais ils avaient tous fondu. Les cendres étaient d'un noir intense, et tout ce qui avait brûlé à l'intérieur se situait entre les essieux. Au milieu des cendres, l'agent fait une macabre découverte. À quelques mètres de la caravane, j'ai aperçu des restes humains. Les agents ont identifié des parties de crâne humain. Il y avait des os de bras et de jambes. Un corps humain avait été brûlé à cet endroit. On ne savait pas si la victime avait été brûlée vive ou non. Impossible de dire s'il y avait plusieurs corps, mais nous savions qu'il y en avait au moins un. L'affaire s'est alors transformée en enquête pour homicide. L'agent Buxas élargit son champ de recherche. Le shérif avait remarqué la présence de 2 chiens sur la scène de crime. Bonjour vous deux. Il y avait une pile de nourriture pour chiens, ce qui nous indiquait que le criminel avait voulu épargner ces chiens. Ils avaient tous deux un numéro d'identification tatoué suivi d'un numéro de téléphone. C'est un numéro d'Oklahoma. À 725 km de là, à Norman, dans l'Oklahoma, Talford Perkins, ingénieur chimiste, s'apprête à se coucher. Ma sœur Sandra m'a appelé. Elle était totalement paniquée.
Je lui ai dit que la police du Nouveau-Mexique avait retrouvé une caravane dans laquelle se trouvaient peut-être Linda et Gary. Linda Haas était ma sœur et Gary Haas, mon beau-frère. J'avais du mal à me faire à l'idée que ma sœur et mon beau-frère avaient été assassinés. Je n'avais pas eu la possibilité de leur dire « je vous aime » ou « au revoir ». Deux jours plus tôt, Gary et Linda se préparent à quitter l'Oklahoma pour leur camping annuel. Merci. Linda et Gary se sont rencontrés au lycée. Elle avait 1 an de plus que Gary. C'est là qu'ils ont commencé à se fréquenter. Depuis, ils étaient tout le temps ensemble. Vous êtes prêts à y aller? Il n'y avait pas plus amoureux que ces deux-là. Leur passion commune, c'était le camping. Le camping et la pêche. Et pour ça, ils avaient leur caravane. Le 2 août, les Haas partent pour Pagosa Springs, dans le Colorado. Ils ignorent encore que ce sera leur dernière excursion. Les enquêteurs fouillent la caravane calcinée à la recherche d'indices. Dans les cendres, les balles et les douilles d'un revolver de calibre 40 ont été retrouvées. À ce stade de l'enquête, nous étions persuadés que les victimes avaient été tuées par balle. Pourtant, aucune arme n'est découverte sur la scène de crime. Nous ignorions s'il s'agissait d'un crime personnel ou passionnel. Nous savions que c'était de bonnes personnes, bien entourées, donc aucune raison qu'il s'agisse d'une vengeance personnelle. Les douilles sont envoyées au laboratoire pour analyse. Le tueur est déjà loin et les inspecteurs doivent rattraper leur retard. Ils se concentrent sur leur meilleure piste. Le véhicule qui tirait la caravane n'était pas sur la scène de crime. Les proches de Gary et Linda nous ont dit qu'ils avaient un pick-up blanc 4 portes de marque Chevrolet. Il était donc essentiel de retrouver ce véhicule. En quittant la scène de crime, l'agent Buxas lance un avis de recherche dans tout le sud-ouest pour retrouver le pick-up des Haas. Il aperçoit une station-service à proximité de la route principale. Il s'y arrête pour vérifier les caméras de vidéosurveillance. La station-service était à côté de la sortie de la voie de desserte qui menait à la scène de crime. Elle avait forcément enregistré des images des victimes ou de ce qui s'était passé. La chance lui sourit. La caméra de la station-service fait face à la route. Révélera-t-elle ce qui est arrivé à Gary et Linda Haas? Le système de vidéosurveillance de la station-service était composé d'une caméra extérieure donnant sur une portion de la route principale qui était à proximité de la voie de desserte. Toute personne ayant pris cette route avait été filmée par cette caméra. Ignorant l'heure exacte de l'incendie, l'agent Buxas visionne les images datant du 2 août, soit le jour où Gary et Linda ont quitté l'Oklahoma. À 13h22, il repère quelque chose. C'est le pick-up des Haas, prenant la direction de la scène de crime. On voit le pick-up et la caravane se diriger vers la scène de crime. Les images étaient floues et en noir et blanc. On ne distinguait pas les occupants du véhicule. Il nous était donc impossible de certifier que les victimes étaient au volant. Il continue le visionnage en espérant déceler plus d'indices.
39 minutes après le passage du véhicule et de la caravane. Le pick-up des Haas repasse, mais sans la caravane. De toute ma carrière, ce sont les images de vidéosurveillance les plus effrayantes que j'ai vues. Seul le pick-up prenant la direction ouest était filmé par la caméra. Nous savions à présent où était la caravane et ce qui lui était arrivé pendant cet intervalle. Les enquêteurs connaissent à présent l'endroit où la caravane a été abandonnée puis incendiée. Mais l'heure et la date de l'enregistrement posent un nouveau problème. La vidéosurveillance remontait à 48 heures. Nous avions donc 2 jours de retard. Les enquêteurs comptent sur la police scientifique pour combler ce retard. Les 3 douilles retrouvées étaient tellement endommagées par le feu qu'elles n'ont pu apporter aucune preuve scientifique fiable. Cet incendie prouvait que les tueurs voulaient supprimer la valeur médico-légale des indices potentiels. Ils découvrent un autre objet de valeur sentimentale. L'alliance de Linda Haas a été trouvée dans les cendres de la caravane. C'est une bague qu'elle avait portée pendant plus de 40 ans. Dans l'Oklahoma, Tal Ford, le frère de Linda, doit annoncer la terrible nouvelle à sa mère. Maman, c'est la chose la plus difficile que j'ai eue à faire de ma vie. Il n'y a pas de bonne manière de dire à un parent que son enfant n'est plus de ce monde. Linda et Gary ne rentreront pas à la maison. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. On n'enterre pas son enfant. Après ça, ma mère s'est murée dans le silence. Elle n'a pas pleuré, elle n'a eu aucune autre réaction. J'ai vraiment eu le sentiment de lui avoir littéralement arraché le cœur et de le broyer. Au commissariat de la police d'État du Nouveau-Mexique, l'agent Buck Sass reçoit de bonnes nouvelles. Nous avons appris que le pick-up de Monsieur et Madame Haas possédait un système de géolocalisation par satellite. Selon celui-ci, le véhicule était à Albuquerque, dans l'État du Nouveau-Mexique, à 190 km de la scène de crime. Des agents de police y sont immédiatement envoyés. Le véhicule a été localisé en banlieue d'Albuquerque, dans une zone peu connue. Ceci semblait indiquer que le suspect connaissait ou était peut-être originaire d'Albuquerque. Lorsque les agents arrivent, le pick-up est vide. Les forces de l'ordre ignoraient si le véhicule était là depuis longtemps, s'il devait y rester ou si quelqu'un viendrait le récupérer à un moment donné. Ils ont mis en place une surveillance pour voir les allées et venues, mais après plusieurs heures, ils ont eu la confirmation que ce pick-up avait bel et bien été abandonné. Ils ont installé un périmètre de sécurité avant de fouiller le véhicule. Les enquêteurs inspectent les environs à la recherche de caméras de vidéosurveillance. Peut-être ont-elles filmé l'arrivée du pick-up. Plusieurs commerces situés aux abords du centre commercial où le véhicule a été retrouvé disposaient de caméras. Il y avait un distributeur de billets ainsi qu'une pharmacie de l'autre côté de la rue. Mais l'angle de leur caméra ne permettait pas de filmer le pick-up.
Ne pas pouvoir identifier le coupable sur la vidéo, c'était très frustrant. Mais la localisation du véhicule et la découverte de preuves potentielles à l'intérieur allaient nous aider à progresser dans notre enquête. L'enquête couvrant désormais plusieurs États, le FBI est appelé en renfort. Sa première tâche est de fouiller le pick-up en quête de preuves. Lors de la prise d'empreintes digitales sur le pick-up, ils ont relevé quelque chose d'intéressant. En effet, il y avait des traces sur l'extérieur du véhicule. Ce qui signifiait qu'on l'avait nettoyé pour dissimuler toute empreinte. À l'intérieur, nous avons trouvé un rouleau d'essuie-tout et un bidon de liquide de frein. Un bidon à moitié vide, ce qui signifie que le coupable en avait passé sur l'extérieur du pick-up. Apparemment, c'est une vieille astuce de voleur de voitures pour effacer les empreintes. Nous avions donc vraisemblablement affaire à un habitué qui savait effacer toute empreinte potentielle pour brouiller les pistes. L'élément qui allait vraisemblablement nous aider à confondre le ou les voleurs était l'emballage plastique dans lequel était enveloppé le papier essuie-tout. Il était donc très important de l'analyser, car les empreintes trouvées sur cet emballage plastique appartiendraient obligatoirement au meurtrier. La fouille met au jour un ticket de supermarché situé à Elk City dans l'Oklahoma, à 500 km de la scène de crime. Il a été imprimé le 2 août à 8h06, ce qui correspond au jour du départ de Gary et Linda. En observant le ticket, on savait que les articles avaient été achetés avec la carte de crédit ou de retrait de Gary Haas. Il s'agissait de tendeurs et de sangles, le genre de choses qu'on utilise pour attacher des éléments dans une caravane ou un pick-up. Nous devions savoir si Gary avait fait ses achats ou si sa carte avait été dérobée. Les images sont téléchargées puis envoyées au commissariat. Les enquêteurs s'intéressent d'abord à la caméra du parking. Un peu avant 8h, le pick-up et la caravane des Haas apparaissent en haut de l'écran. Ils continuent le visionnage en espérant apercevoir les passagers. Deux silhouettes émergent, mais les images sont trop floues pour les identifier. On les voit sortir du pick-up et entrer dans le supermarché l'un après l'autre. Ils marchent chacun à une vitesse différente et y entrent à une heure différente. Les deux silhouettes entrent tour à tour dans le supermarché. Les enquêteurs passent à la caméra couvrant l'entrée. C'est un homme et une femme correspondant à la description de Gary et Linda Haas. Les enquêteurs analysent leur comportement. Je cherchais à savoir si quelqu'un les avait pris pour cible ou les avait forcés à faire quoi que ce soit à l'intérieur du supermarché. Ils font tous les deux un tour aux toilettes, puis Gary achète ses articles. Je voulais savoir si leur comportement était inhabituel, s'ils avaient l'air angoissés ou perturbés. Gary passe ensuite à la caisse et repart avec les articles inscrits sur le ticket. Tout a l'air normal. Personne ne semble les surveiller. Ils s'intéressent de nouveau à la caméra du parking afin de voir si quelqu'un les y attend.
Linda rentre d'abord dans le pick-up. Gary fait de même 10 minutes plus tard. Ensuite, ils rejoignent le parking, montent dans leur véhicule et quittent les lieux. Aucun signe de détresse n'est à signaler et personne ne semble les suivre. Les enquêteurs en déduisent que ce n'était pas à cet endroit qu'ils avaient été interceptés. Ce sont les dernières images de Gary et Linda vivants. Ce qui se passe ensuite a lieu dans les 5 heures précédant l'assassinat de Gary et Linda et la combustion de leur corps. 3 jours après le début de l'enquête, les inspecteurs n'ont ni témoins, ni preuves médico-légales. Ils ont désespérément besoin d'aide. J'ai reçu un appel de l'un des agents de la scène de crime. Il m'a dit qu'une seule empreinte avait été retrouvée sur l'emballage plastique du papier essuie-tout. Nous avions enfin un suspect. C'était la découverte qui a permis de faire la lumière sur toute cette affaire. Il s'appelle John McCluskey. Mais quelque chose ne colle pas. John McCluskey était âgé de 45 ans, mais il était en prison en Arizona. Mais le 30 juillet 2010, M. McCluskey et 2 autres détenus, Tracy Province et Daniel Renwick, s'étaient évadés. Avec du recul, je vous avouerai que les assigner dans cette prison de faible sécurité était une décision absolument irréfléchie. D'après l'enquête, les 3 détenus avaient escaladé une première clôture, puis plusieurs clôtures de fil barbelé. Une fois devant la dernière clôture, ils ont coupé les fils barbelés avec des pinces coupantes, placés dans des sacs plastiques, qu'on leur avait jetés par-dessus la clôture. Vas-y, vas-y. Lorsque Gary et Linda partent en vacances, McCluskey, Province, Renwick et un complice non identifié sont en cavale depuis 3 jours. McCluskey, Province et Renwick faisaient partie des détenus les plus dangereux incarcérés dans la prison de Kingman. Selon nos informations, c'étaient 3 membres de gangs, des criminels ultra-violents. John McCluskey purgeait une peine de 15 ans pour tentative de meurtre. Tracy Province était condamné à perpétuité pour meurtre. Et Daniel Renwick à 40 ans de prison pour homicide. Ils étaient bien entendu prêts à tout pour ne pas retourner en prison. Il fallait absolument les retrouver afin de les mettre hors d'état de nuire et avant qu'ils ne s'en prennent à quelqu'un d'autre. Les citoyens étant en danger, un avis de recherche nationale est lancé. Comme vous le savez, cette enquête qui dure depuis plus d'1 semaine évolue de jour en jour, parfois même d'heure en heure. Nous allons continuer de travailler sans relâche avec toutes les ressources dont disposent les marshals au niveau national. Nous suivons une centaine de pistes. Sachez bien que nous nous efforçons de mettre fin à ce cauchemar qui est devenu national avant que les choses n'aillent plus loin. Les proches de Gary et Linda découvrent avec horreur le visage des suspects à la télévision. Je craignais qu'on ne les attrape jamais. J'avais peur qu'ils fuient au Canada, au Mexique ou dans un pays totalement hors d'atteinte, où on ne les retrouverait jamais. J'étais en colère de ce qu'ils avaient fait à ma famille en détruisant un couple si aimant.
Ils n'avaient aucune excuse, aucune raison pour un tel acte. Je voulais les faire payer pour ça. De retour au bureau du FBI, des agents tentent d'établir l'itinéraire emprunté par les suspects. Leur visage était placardé dans tous les recoins de la ville. Et des gens de tout le pays nous affirmaient les avoir vus. Ils avaient été aperçus sur la côte Est, sur la côte Ouest, ou encore à proximité de la frontière mexicaine. On essayait de suivre la cadence. Les agents travaillaient de longues heures sans repos parce qu'il était essentiel de retrouver ces fugitifs. La plupart des pistes sont des impasses. Puis les enquêteurs reçoivent un appel de Meeteetse dans le Wyoming. À près de 1500 km du lieu où le pick-up a été retrouvé. Une femme affirme que le nouveau membre de son église ressemble étrangement à Tracy Provins. Les agents locaux sont chargés de le vérifier. L'un de nos agents l'a vu faire du stop avec une pancarte. Il l'a suivi jusqu'à un motel dans lequel il a passé la nuit. Le lendemain, nous y sommes allés et l'avons arrêté. Il s'agit bien de Tracy Provins. Et ses déclarations vont être enregistrées. Écoutez, moi, j'ai rien à cacher, vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose que je répéterai à chaque prisonnier que je croiserai. L'évasion n'est pas la solution. C'est jamais une solution. Vous vivez dans le stress total, vous surveillez vos arrières à chaque minute de la journée. Les enquêteurs débutent l'interrogatoire de Tracy Provins. Première question. Comment se sont-ils évadés? Provins a reconnu qu'ils avaient eu une complice, une certaine Kathleen. C'était elle qui avait mis les tenailles et les pinces coupantes dans des sacs plastiques avant de les jeter par-dessus la clôture. Elle avait également fait passer des armes à feu et elle était elle-même armée d'un fusil. Quelqu'un qui organise l'évasion de 3 criminels pareils et qui leur donne des armes est aussi dangereuse qu'eux. C'est donc Kathleen qui a organisé votre évasion. Quel est son nom de famille? Vous le connaissez? Je crois que c'était Welch. Les agents vont s'en assurer. Ils passent donc en revue les registres des visites de la prison de Kingman. Sans surprise, Kathleen Welch est répertoriée comme la petite amie de McCluskey. Les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est passé ensuite. Quelles autoroutes avez-vous traversées? La seule dont je me souviens, c'est l'autoroute 25. Et pour manger, vous preniez des plats à emporter? Non, on ne s'arrêtait que sur des aires de repos ou dans des relais routiers. John était assez obstiné sur ce point. Kathleen connaissait les directions à prendre. Ils ont tous les deux été chauffeurs routiers par le passé, donc ils avaient pratiquement traversé tous les États. Pour confirmer ces déclarations, les agents réclament les images de vidéosurveillance des relais routiers indiqués par Provins. Ils examinent plusieurs heures d'enregistrement. Puis, dans une station-service de Seligman en Arizona, à 145 km de la prison, ils distinguent une silhouette familière entrant dans la supérette. Elle portait des vêtements de camouflage. Elle correspondait à la description faite par Provins et apparaissait dans la bonne tranche horaire. On la voit entrer dans la supérette et faire quelques achats, dont des barres chocolatées, des boissons sucrées, qu'elle paie en liquide.
Les emballages vides de certains articles qu'elle a achetés, dont les bouteilles, ont été retrouvés dans le véhicule pendant la fouille. Il était donc évident que nous avions bien affaire à Kathleen Welch, leur complice, sur ces images de vidéosurveillance. Province semble dire la vérité. Les agents souhaitent à présent savoir ce qui est arrivé à Gary et Linda. Province soutient tout d'abord que l'un des fugitifs avait déjà quitté le groupe. Province a dit que Renwick a décidé de partir seul en direction du nord, dans le Colorado. Puis il rejette toute la responsabilité sur McCluskey. On n'a pas eu une seule bonne nuit de sommeil. On a dormi dans la voiture. On avait une tente, mais il faisait bien trop froid pour dormir dehors, donc... Kathleen ou John a eu l'idée de voler une caravane. Pendant qu'on roulait, John inspectait toutes les aires de repos. À un moment donné, on s'est arrêté pour passer aux toilettes quand ces gens sont arrivés. Et il a dit, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Il faut la récupérer. J'ai répondu, si tu le dis. John et moi étions derrière elle. Elle ne nous a pas vus. Quand elle a ouvert la porte, on est entré de force. Il y avait une housse contenant une arme à feu et des balles. John me l'a donnée et m'a dit de la mettre dans le pick-up. Je m'exécute et pendant que je suis dans le pick-up, j'entends des coups de feu. Je sors, je me dirige vers la caravane. John est à l'intérieur et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Il ressort couvert de sang. Il ferme la porte de la caravane et il me dit de monter en voiture avec Kathleen. Je m'exécute et John prend le volant du pick-up blanc. On roule sur des petits chemins pendant un certain temps et on tombe sur une ancienne étable. On descend, on détache la caravane et je libère les chiens. Je leur ai mis de la pâtée pour qu'ils aient de quoi manger. Ensuite, Kathleen et John ont versé des litres d'alcool. Je crois qu'il y en avait dans la caravane. Et ils y ont mis le feu. Et après, on est parti. On n'a pas beaucoup parlé après ça. J'étais sous le choc. Alors que je conduisais, j'ai dit à Kathleen, t'as pas seulement tué 2 personnes, tu nous as tous tués. McCluskey savait que j'étais en colère contre lui. Donc il a dit, on peut pas rester ensemble, on se fait trop remarquer. On doit se séparer sans hésiter. Et moi j'ai répondu, comme tu veux mec. Ils l'ont déposé dans le Wyoming. Province ignorait leur prochaine destination. La seule chose dont il était certain était que McCluskey et Welch avaient prévu de vivre en autonomie alimentaire et énergétique. Les agents gardent Province en détention et reprennent leurs efforts pour retrouver les derniers fugitifs. Sans le moindre indice concernant leur localisation, la chasse à l'homme risque de stagner. Jusqu'à ce que Province fournisse une dernière information. Province nous a dit qu'avant de se séparer, McCluskey a changé de vêtements parce qu'il était couvert de sang. Après avoir abandonné le pick-up à Albuquerque, ils se sont rendus dans un supermarché de proximité avec la berline qu'ils avaient pris à Phoenix pour acheter de nouveaux vêtements. Si les caméras du supermarché ont filmé McCluskey et Welch, les inspecteurs seront en mesure de retrouver leurs traces. Quelques jours après les meurtres, la famille Haas enterre Gary et Linda. Les funérailles et les enterrements ont eu lieu dans notre ville natale, à Southwest City, dans le Missouri. L'église était pleine à craquer. Beaucoup des personnes présentes avaient grandi avec Linda et Gary ainsi que notre famille. Ils venaient de tout le pays. C'était une magnifique cérémonie. Je voulais me lever pour dire quelque chose, mais j'ai pas pu. Et je le regrette jusqu'à maintenant. C'est dommage.
Dans les bureaux du FBI, la vidéosurveillance du supermarché à Albuquerque est prête au visionnage. Nous avons commencé par chercher le véhicule. Selon Province, ils étaient à bord de la berline à ce moment-là. Il nous a donné l'heure approximative à laquelle ils seraient arrivés sur le parking du supermarché. Peu avant 18 h, une berline grise arrive sur le parking. Sur la vidéo, on voit Province et Welch descendre du véhicule, traverser le parking, puis entrer dans le supermarché. Aucun signe de John McCluskey. Pendant son interrogatoire, M. Province a déclaré que M. McCluskey ne les a pas suivis car il était couvert de sang. Welch est vêtu d'un t-shirt rose, d'un short noir et d'une casquette blanche. Province est vêtu d'un jean, d'un t-shirt et de tennis blanche. Tous deux longent les rayons du supermarché. Nous voulions savoir exactement ce qu'ils avaient acheté, où ils s'étaient rendus, et s'ils avaient acheté ou volé autre chose. Et on voit M. Province et Mme Welch acheter des chaussures et des vêtements. Tout semble normal. Les enquêteurs passent donc aux caméras extérieures en espérant apercevoir McCluskey. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, on voit McCluskey sortir de la berline et fumer des cigarettes entre deux voitures en attendant qu'ils reviennent. Ils essaient de distinguer des taches de sang sur ses vêtements. Mais il est masqué par les voitures, sans compter la mauvaise qualité vidéo. Ils remarquent cependant un autre détail. Il y a un autre détail sordide. Ce qui rend cette vidéo effrayante selon moi, c'est le fait qu'il porte la casquette de Gary Haas pendant qu'il les attend sur le parking. C'est la casquette que portait Gary Haas plus tôt dans la journée, alors qu'il faisait des achats dans le supermarché de Elk City. Le fait de porter la casquette de Gary Haas prouve son mépris total pour sa victime, son insensibilité. Seul un tueur de sang-froid peut récupérer la casquette de quelqu'un qu'il vient de tuer. Mais les enquêteurs ne parviennent toujours pas à le retrouver. Alors que les agents travaillent jour et nuit, à 350 km du bureau du FBI, un ranger du parc d'Arizona fait une découverte qui mettra un terme à une cavale de plusieurs semaines. Une équipe du SWAT est dépêchée sur les lieux. Des agents ont été dispatchés dans la forêt afin de savoir si c'était bien eux et ce qu'ils faisaient. Tout à coup, McCluskey apparaît. Arrêtez-vous! Police! Ne bougez pas! Posez ça! Et main sur la tête! Tournez-vous! Tournez-vous! Le couple est arrêté et emmené en détention. Parmi les objets retrouvés dans la tente se trouve un pistolet de calibre 40, correspondant aux douilles présentes sur la scène de crime. Les enquêteurs veulent à présent connaître l'auteur et la raison des meurtres de Gary et Linda. McCluskey est le premier à parler. Lorsqu'on s'évade de prison, le plan qu'on avait imaginé se passe jamais comme prévu. Je ne savais pas où aller ni quoi faire, je n'avais personne. Je savais que je devais rester en mouvement. Et les choses ont mal tourné quand j'ai volé ce véhicule. On était sur une aire de repos de l'autoroute I-40 à l'est d'Albuquerque. Et ce couple avait un pick-up et une caravane. Face à cette aubaine, McCluskey s'empare de la caravane de Gary et Linda.
D'accord, donc vous vous êtes approché d'eux. Oui. Il avait l'air un peu énervé, donc je lui ai dit « On va vous déposer quelque part », tout en sachant que c'était faux. Je savais que je devais le tuer pour prendre la caravane. Je lui ai tiré une balle dans la tempe. Je crois que j'ai tiré sur la femme à 3 reprises. J'ai utilisé un pistolet de calibre 40. C'était une tragédie, mais c'est quelque chose qui était, selon moi, nécessaire à cet instant précis pour avancer. Où était Kathleen à ce moment-là? À l'extérieur de la caravane. Qu'avez-vous fait des corps? D'abord, j'ai paniqué. Et je les ai mis dans un coin de la caravane. J'ai paniqué à nouveau. Et j'ai démarré. Vous êtes parti. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on se débarrasse de tout, des corps et de la caravane. Ça allait à l'encontre du plan de départ. Les agents souhaitent désormais entendre la version de Welch. On s'est arrêté. Le couple a dit à John qu'ils n'avaient rien dans leur caravane. Il m'a demandé d'aller jeter un œil. Et comme ils partaient camper pendant un long moment, ils avaient plusieurs armes. J'ai dit, vous ne me croirez pas, ils ont des armes en tout genre. Ils sont armés jusqu'aux dents. D'accord. Et l'homme m'a dit, vous avez conscience de la gravité de vos actes? Ne mentez pas. Vous serez arrêté et condamné. Ne nous faites pas ça. Et bien sûr, la femme s'est mise dans tous ses états et je lui ai dit, écoutez, madame, je déteste cette situation, mais vous allez devoir monter illico dans le pick-up. Les gars ont rétorqué, vous avez dit que vous n'aviez rien, que vous alliez camper sur cette route. Vous nous avez menti sur toute la ligne. Vous comprenez la gravité de la situation, de ce que vous venez de faire et ce que ça va engendrer. C'est là que John nous a demandé à Tracy et moi de sortir. Ensuite, on a quitté l'aire de repos. Lorsque le pick-up et la caravane passent devant la station-service, McCluskey est au volant. Et les corps du couple Haas gisent dans la caravane. On a trouvé une voie de desserte. On l'a empruntée. Et on a brûlé la caravane. Après y avoir mis le feu, vous êtes parti à bord du pick-up? Oui, on est parti avec le pick-up. Après ses aveux, McCluskey confirme avoir abandonné le pick-up à Albuquerque. Ils ont ensuite embarqué dans une berline. Après s'être arrêtés au supermarché pour acheter de nouveaux vêtements, ils ont déposé Province dans le Wyoming avant de revenir en Arizona. Pourquoi revenir ici? On ne va pas dans des endroits qu'on ne connaît pas. Les gens nous auraient repérés. D'accord. On est revenu en Arizona pour quitter la société. Kathleen Welch corrobore les déclarations de McCluskey. Elle plaide coupable pour évasion et vol à main armée. Elle est condamnée à 40 ans de prison. Tracy Province plaide coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont vol de voiture ayant entraîné la mort. Il est condamné à 5 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. John McCluskey plaide non coupable, mais il est reconnu coupable de 20 chefs d'accusation relatifs au vol de voiture et à l'assassinat de Gary et Linda Haas. Il est condamné à la prison à vie, majoré de 235 ans. Daniel Renwick, qui avait quitté le groupe avant l'attaque,
a été capturé dans le Colorado après une fusillade avec la police. Il est condamné à 60 ans de prison pour tentative de meurtre sur un agent de police. Les coupables étant derrière les barreaux, les forces de l'ordre peuvent enfin classer cette horrible affaire. Mais pour les proches de Gary et Linda, la blessure ne se refermera jamais. Je sais au plus profond de moi que cette douleur ne partira jamais. Même si parfois j'aimerais qu'elle disparaisse pendant une semaine ou deux. C'est compliqué de décrire cette situation. Quand vous savez que la personne que vous aimiez tant n'est plus là, que vous ne lui parlerez plus ou que vous ne la reverrez plus jamais, c'est très difficile à accepter. Il me manque tous les jours de ma vie.